Les rencontres de l'ESR par Emmanuel Caillot. Bienvenue dans une série de podcasts qui interviewent des acteurs des établissements du supérieur et de la recherche. Emmanuel Caillot, professeur des universités au CNAM et auteur du petit guide de survie de l'enseignant-chercheur, interroge Camille Brugier, chercheuse indépendante en sciences politiques. Après avoir notamment été chargée de mission Asie-Océanie pour le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, elle conseille les gouvernements et entreprises sur les questions géopolitiques et économiques en lien avec la Chine. Bonjour Camille, merci beaucoup d'avoir accepté. Bonjour Emmanuel. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, alors je m'appelle Camille Brugier et je suis chercheuse indépendante sur la Chine contemporaine. Je m'occupe spécifiquement des politiques commerciales, scientifiques et économiques chinoises. Est-ce que tu peux présenter ton parcours? Qu'est-ce que tu as fait? Ok. Oui, alors en fait, j'ai grandi en Chine. J'y suis restée de 95 à 2003. Pendant cette période-là, j'ai été scolarisée pendant plusieurs années dans une école chinoise. Je faisais partie d'un programme lancé par l'ambassade de France. En fait, on était 3 étudiants à être mis dans une école chinoise pour un peu voir comment ça se passait. Et en fait, ce programme a été, comment dire, agrandi par la suite. Et ensuite, en rentrant en France, en fait, j'ai fait Sciences Po à Grenoble. Et après, je suis partie à Florence en Italie pour faire une thèse en sciences politiques sur les relations commerciales qu'entretiennent la Chine et l'Union européenne, et notamment sur les cas de contentieux commerciaux. Par la suite, j'ai travaillé pour l'État pendant 5 ans, d'abord pour le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et ensuite pour le ministère des Armées, où j'ai travaillé au sein d'un centre de recherche qui s'appelle l'IRSEM. Et ensuite, j'ai voulu quitter Paris. Et donc, du coup, je me suis lancée à mon compte. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est pour toi, chercheuse indépendante? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Alors, pour moi, chercheuse indépendante, ça veut dire qu'en fait, je fais de la recherche comme j'en faisais à l'université, sauf que je n'appartiens à aucune université et je ne suis pas fonctionnaire, je ne suis pas à terre, je ne suis pas rattachée à l'université. Et en fait, du coup, j'ai des clients, c'est-à-dire que je réponds à des commandes. Moi, je travaille pour des clients très particuliers. La plupart de mes clients, ce sont des États, en tout cas le client final. Et je travaille uniquement pour les États qui appartiennent à l'OTAN. Donc je D'accord. fournis une expertise sur la Chine. Être indépendant et travailler sur un sujet aussi sensible que la Chine, est-ce que c'est pas dangereux, compliqué? Si c'est compliqué, dangereux, je dirais pas, je pense pas puisque je vais pas en Chine. J'ai fait le choix, il y a quelques années de plus retourner en Chine, en tout cas avec le président actuel. Donc du coup, le risque, il est relativement limité. Il est éventuellement, juridique, c'est-à-dire que je pourrais éventuellement être attaquée en diffamation, mais la plupart des travaux que je fais sont des travaux, privés. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas présentés à une audience, ils ne sont pas publiés. Donc du coup, le risque pour moi, il est relativement faible. Après, c'est quand même très sensible, hein, dans le sens où vraiment je suis souvent, par exemple, attaquée sur les réseaux sociaux. C'est assez fréquent. Ma boîte mail, on tente souvent de la pirater. Enfin voilà, donc ça, ça fait partie de mon métier. À quoi ça ressemble une semaine type pour toi? Ça existe déjà ou? Oui, enfin globalement, il y a quand même des semaines types. Globalement, en fait, mon activité, elle a, 2 piliers essentiels. Le premier pilier, c'est les commandes, c'est-à-dire le travail, l'expertise Chine, la production de cette expertise. Donc moi, je travaille essentiellement à partir de sources ouvertes chinoises, c'est-à-dire de sources qui sont disponibles librement, sur internet et sur l'internet chinois. Et globalement, ce que je vends, à mes commanditaires, c'est la capacité, en fait, de naviguer ce web et de trouver les informations qu'ils cherchent Mmh. et ensuite, en fait, d'en faire un produit qui est compréhensible pour eux. Donc ça, c'est le premier pilier, c'est vraiment, bah, la recherche comme on l'a fait à l'université, hein, quelque part, Oui. mais chez moi. Mmh. Dans mon bureau et le deuxième pilier, c'est la partie entreprise où en fait, je gère mon entreprise et je cherche des clients aussi. D'accord.
Qu'est-ce que tu adores dans ton poste actuel et qu'est-ce que tu trouves Dans difficile? Ouais. alors, ce que j'adore dans mon poste actuel, c'est que en fait, c'est moi qui prends toutes les décisions. Ouais. C'est-à-dire que, globalement, en fait, si, on me propose un projet qui ne me plaît pas, pour une raison ou une autre, je suis tout à fait libre, en fait, de décider que je ne le fais pas. Je peux aussi être beaucoup plus directe. C'est-à-dire que, par rapport à quand j'étais, salariée, en fait, quand on me faisait une commande, c'était difficile pour moi de dire: «Ah bah non, en fait, c'est difficile d'obtenir cette information, je vais pas y arriver, je vais avoir besoin de tel moyen», en sachant que j'allais pas obtenir ces moyens-là. Aujourd'hui, la plupart du temps, je fais des devis à l'avance où j'explique, en fait, je vais avoir besoin de telle chose pour arriver à tel résultat ou alors tout simplement, je vais pas réussir, à faire ce que vous me demandez parce que l'information, elle est pas existante, elle est pas disponible et donc du coup, quelque part, je suis beaucoup plus libre à la fois dans les moyens qui sont à ma disposition. C'est-à-dire que, par exemple, si j'ai besoin de créer une base de données et que j'ai besoin d'un ingénieur data pour faire ça, ben, en fait, souvent, mon client, il va prendre un ingénieur data qui va travailler avec moi. Alors que quand j'étais à l'université ou quand je travaillais directement pour l'État, c'était beaucoup plus difficile, en fait, d'avoir accès à ce genre de ressources. Donc c'est à la fois, libérateur dans le sens où, bah, quelque part, je fais les projets que je veux et en même temps, la plupart du temps, j'ai les moyens, de réaliser les commandes qu'on me demande. Donc ça, c'est ce que j'aime. Ce que j'aime moins, c'est que quelque part et ben, en ayant une formation universitaire, en fait, j'ai une naturellement, j'ai une assez grande aversion au risque et quand on est chef d'entreprise, c'est quand même problématique, d'avoir, une difficulté avec le risque. Donc c'est quelque chose que je travaille beaucoup, d'apprendre à prendre des risques, qui sont limités, hein, pour mon entreprise, pour pouvoir avancer, grandir, voilà. D'accord. Et est-ce que, alors, est-ce que le fait de, est-ce que tu aimerais être associé à un laboratoire ou publier, de manière plus ouverte certains de tes résultats de temps en temps? Est-ce que ça te manque en tant que chercheuse ou non, pas du tout? Non, je travaille parfois, sur certains des projets. Mes clients, en fait, c'est des labos, hein. Oui, Ça arrive, donc du coup, là, pour l'instant, c'est pas quelque chose, qui mais il y a des projets en cours qui vont sortir dans les mois qui d'accord. viennent et là, je suis associée à des labos et ça sera, des travaux qui seront, publics. Alors bien sûr, ça me manque. Il y a un côté, vraiment, comment dire? La recherche sans commanditaire, c'est vraiment quelque chose, qui existe plus trop, dans ce que je fais, même si en fait mes intérêts personnels sont souvent très alignés avec les intérêts de mes clients. Donc du coup, on Mmh, arrive à trouver, des choses en commun. Mais c'est vrai que, c'est quelque chose qui me manque. Après, en fait, je ne m'interdis pas du tout, de travailler, enfin de faire de la recherche comme j'en faisais avant. C'est juste que, j'ai quand même un objectif de rentabilité. Donc du coup, d'accord, en fait, pour moi, il y a un équilibre à trouver entre les projets que je fais, pour, moi, parce que ça m'intéresse et les projets, en fait, qui me ramènent du chiffre d'affaires. quel est ton prochain grand projet, si tu peux le dire? Ou qu'est-ce que tu aimerais faire dans 5 ans? Qu'est-ce que j'aimerais faire dans 5 ans? Franchement, j'aimerais bien, continuer de faire ce que je fais. Mmh, Globalement parce que je trouve enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, moi, personnellement, j'ai l'impression d'avoir trouvé un équilibre entre, à la fois faire de la recherche et pas me noyer, en fait, sous le travail. Parce que quand j'étais, chercheuse, j'avais la sensation, en fait, que c'était jamais assez et une des raisons, qui m'a fait, en fait, abandonner cette carrière, c'est que j'avais l'impression que je suis devenue une maman à 32 ans. J'avais l'impression, que parmi mes copines, j'étais plutôt une maman âgée et qu'en fait, parmi mes amies dans la recherche, j'étais une maman très jeune et qu'en fait, le fait d'avoir eu un enfant à cette période-là, ça m'a empêchée concrètement de beaucoup publier et ça m'a rendue, pas très attractive, en fait, sur le marché, du travail, des enseignants-chercheurs, malgré le fait que, franchement, j'ai les compétences pour faire ce métier et en fait, au bout d'un moment, ça m'a frustrée.
Ça m'a frustrée en termes sur, aussi les questions salariales. J'avais l'impression, qu'il y avait un plafond de verre, très très important. Et donc du coup, c'est pour ça aussi que je suis passée à mon compte parce que j'étais persuadée que, surtout sur mon sujet, où il y a quand même une très forte demande, Mmh. j'avais la possibilité en fait, à la fois, de continuer de faire, ce que je faisais et de gagner plus et avoir aussi, un équilibre, vie personnelle, vie, de travail beaucoup plus équilibré. Est-ce que tu penses que dans l'enseignement supérieur, il y a une discrimination envers les femmes et envers la maternité? Je pense qu'il y a un coût à être femme, dans l'enseignement supérieur et d'ailleurs tous les chiffres le montrent. Enfin, il y a plein de femmes qui ont des doctorats, il y a moins de femmes qui deviennent maîtres de conf, il y a encore moins de femmes qui ont un HDR et alors les femmes professeurs, voilà. Donc du coup, je trouve que c'est quand même assez visible et moi qui suis, une femme de chiffres clairement, moi ça m'a découragée en fait. À un moment donné, je me suis dit, «Comment je peux faire en fait pour gagner bien ma vie, et pas, travailler, les week-ends, les vacances, les jours fériés et je me suis dit que, en tout cas, en ce qui me concernait, la voie académique était pas la meilleure voie pour atteindre mes objectifs. Quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait faire comme toi? C'est-à-dire, se mettre, comme chercheur indépendant après sa thèse? Alors, je pense que ce qu'il faut faire, c'est, être visible dès le début. C'est-à-dire que moi, en fait, à la base, je suis un rat de bibliothèque, hein, clairement. C'est clairement, je suis pas quelqu'un qui aime être sur le devant de la scène et en fait, quand on est chercheur indépendant, il faut être visible. Si on n'est pas visible, on trouve pas de clients, clairement. Donc du coup, il faut, trouver un réseau social sur lequel être active, donc que ça soit enfin, quel que soit le réseau, choisi. Moi, j'ai choisi LinkedIn parce que globalement, c'est un réseau qui est moins violent que les autres. En tout cas, c'est la sensation, que j'avais Oui. à l'époque et donc du coup, je publie vraiment très régulièrement, sur, ce réseau-là et c'est ça qui me permet d'être visible. Mais en fait, on peut construire une communauté, dès le moment où on est en thèse. D'ailleurs, on voit, des jeunes chercheurs qui font ça et qui font ça très bien et je Mmh. pense que vraiment ça, c'est vraiment le conseil que je donnerais à n'importe qui. C'est-à-dire que même si finalement, vous choisissez d'avoir une carrière académique, en fait, le fait d'avoir créé votre audience, dès le départ, c'est pas quelque chose qui peut vous nuire. Je pense que c'est vraiment, il faut investir un réseau quel qu'il soit, que ça soit Twitter, que ça soit LinkedIn ou que ça soit même Instagram, hein, parce qu'il y a vraiment de la vulgarisation à faire sur ce réseau-là aussi. Et en fait, créez votre audience dès le départ. N'ayez pas peur, en fait, de vous affirmer. Oui, il y a des haters, mais en fait, on peut les bloquer. Mmh. Donc du coup, du coup, vraiment, ça, c'est vraiment un conseil, que je donnerais à un plus jeune, qui veut se lancer là-dedans plus tard. Pour finir de manière plus ouverte, quel livre aimes-tu partager? Alors, en ce qui concerne les romans, en fait, j'en ai lu un l'année dernière que j'ai vraiment trouvé incroyable. Ça s'appelle Un café maison de Keigo Higashino. C'est un polar, mais c'est un polar un peu, différent et vraiment, il m'a tenue en haleine jusqu'au bout, donc je recommanderais ça. Et en ce qui concerne les livres académiques, un livre qui a vraiment, je dirais forgé, ma perception de la Chine actuelle, c'est un livre en anglais qui s'appelle, Disaggregating China Inc., qui parle en fait, du chemin de la Chine, vers enfin en tout cas une tentative de libéralisation, après que la Chine ait rejoint, l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce en 2001 et pourquoi est-ce que ça a échoué? Et j'ai trouvé que ça a vraiment marqué, en fait, ma façon de voir la Chine aujourd'hui. Ça parle de la concurrence qui existe entre la Chine des provinces et la Chine le gouvernement central et l'auteur s'appelle, Tan Yelin. Quelle est ta chanson préférée? Ma chanson préférée, c'est «Résiste» de France Gall. Je vais te remercier. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour votre écoute et à bientôt sur Campus Matin pour plus de récits de personnel et académiques de l'ESR.